Bonjour à tous, bon après-midi. D'où on va commencer cette quatrième classe qui va traiter des électrodes appartenant à la famille des fluorosulfates. Alors, je vais commencer tout d'abord par utiliser le dernier transparent du dernier cours sur lequel on avait terminé le LFP, lithium fer phosphate, qui est, je vous ai mentionné, un matériau très prisé. Et je vous ai mentionné finalement les différentes industries qui vont utiliser ce matériau dans le futur pour le véhicule électrique. Bon, il y a tout le monde, excepté, j'avais oublié la dernière fois, on m'a l'a rappelé, Bolloré, qui devrait directement apparaître sur ce transparent. Où est-ce qu'on en est avec ce matériau? Bien, je vous ai mentionné ici ce qui se fait dans l'état de l'art avec les lamellaires. Et vous voyez que le lithium FeO4 eh bien, est un matériau très prisé. Cependant, il a des densités d'énergie, tant volumétriques que spécifiques, qui sont relativement faibles. D'où ce matériau en pleine vogue, eh bien, définitivement, il réunit les aspects sécuritaires, les aspects d'éco-compatibilité, de performance. Cependant, eh bien, il pêche par sa faible densité en termes de densité d'énergie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, quels sont les moyens que l'on pourrait utiliser, qui ont été mis en place pour essayer d'augmenter cette densité d'énergie. Alors pour cela, eh bien, pour avoir le raisonnement, je vais revenir sur des notions que j'avais mentionnées auparavant, qui est cet effet inductif, qu'on peut jouer, et bien sûr, sur la nature du polyanion, dans lequel on a utilisé jusqu'à maintenant PO4, mais on peut également jouer sur la nature du métal. Et jusqu'à maintenant, on a utilisé le fer. Si maintenant je peux utiliser directement d'autres métaux, dont notamment le manganèse, eh bien, je vais pouvoir certainement modifier cette ionocovalence de la liaison et par conséquent jouer avec le potentiel redox. Alors tout cela, eh bien, ça peut être guidé par des calculs théoriques, et voilà des calculs DFT qui ont été effectués pour tous les types de polyanions. Vous avez ici le silicium, vous avez l'arsenic, le phosphore. Et si je me place dans le cas du phosphore, bien vous voyez que lorsque maintenant je fixe mon polyanion PO4, et ensuite je vais directement passer du fer au manganèse, et bien dans ce cas, théoriquement, je devrais augmenter le potentiel de 0,8 volts. Alors bien sûr, c'est les recherches qui ont été effectuées dans lesquelles on a essayé de synthétiser ce matériau. Alors ce matériau est intéressant, cependant, il présente des difficultés. Difficultés dont on a déjà mentionné dans notre cas, dans le cas du spinel, où si maintenant j'utilise le manganèse, bon, il y a l'effet de taille, mais ce n'est pas le plus grave. Par contre, l'effet le plus important est, une fois de plus, que si je prends directement mon composé avec mon manganèse plus 2, lorsque je vais l'oxyder, il va devenir manganèse plus 3, et là, je vais avoir tout simplement l'effet Jahn-Teller qui va tout simplement entraîner un changement de volume, une perte de percolation dans l'électrode et des performances qui ne seront pas terribles. De plus, pire par rapport au phosphate de fer, eh bien, si on regarde les conductivités ioniques, électroniques de ce matériau, vous voyez ici le cas du LiFeO4. Si je vais dans le cas de lithium MnPO4, eh bien, je suis dans des conditions pires où j'ai des conductivités électroniques et ioniques qui sont très faibles. C'est la raison pour laquelle les premières manips qui ont été faites, de John Godinov d'ailleurs, ont montré que dans ce matériau, bien, on avait du mal à retirer tout le lithium et les capacités étaient un peu ridicules au départ, avec des capacités de 30 mAh par gramme. D'où, là aussi, il a fallu de l'ingéniosité au niveau des matériaux pour dessiner de meilleurs matériaux, développer de nouvelles méthodes de synthèse pour préparer ces phases. Ici, vous avez une méthode de synthèse qu'on avait appliquée ou qui a été appliquée dans le cas de lithium FeO4, où on va avoir recours à une chimie basse température, une chimie de précipitation, où on va dans ce cas utiliser tous les aspects thermodynamiques pour déterminer les diagrammes de solubilité pH, pH qui est très important pour savoir à quel pH, eh bien, lorsque je vais faire mes manips en solution, je peux obtenir cette phase. Et on s'aperçoit que dans les conditions indiquées ici, eh bien, il va falloir un pH de 10 pour stabiliser cette phase. Donc voilà les ingrédients qu'on va utiliser, du nitrate de manganèse, de l'acide phosphorique, du nitrate de lithium, avec un solvant DMSO H2O, et bien sûr, on va tout simplement ajuster le pH avec LiOH. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, effectivement, on obtient des matériaux beaucoup plus nanométriques, dont les performances sont indiquées ici, à température ambiante et à 55 degrés. Et vous pouvez voir que maintenant, on peut arriver à des valeurs de 80 à 100 mAh par gramme. Alors ça, c'est une approche qui a été directement développée. Il y a eu d'autres approches en parallèle,
notamment la synthèse de ce matériau en faisant, dans ce cas, des mésoparticules de lithium MnPO4, je me suis trompé dans le titre, et dans ce cas, eh bien, on a une méthode sol-gel avec le déroulement indiqué ici, mélange de tous ces ingrédients pour obtenir un gel à une température de 60 degrés C, et par la suite, eh bien, ce gel est chauffé à 400 ou 500 degrés pour produire les nanoparticules de cette phase de manganèse. Et dans ce cas, eh bien, vous voyez qu'on peut obtenir des courbes électrochimiques qui se rappellent un peu, dans ce cas, celle du lithium-PO4, mais maintenant au potentiel de 4,1 volts. Mais notez ici que, dans ce cas, la cinétique est très 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 lente, puisque c'est des cyclages qui sont réalisés à C/100. Alors maintenant, si on joue avec de l'enrobage, eh bien, on peut obtenir, dans ce cas, vous voyez, des capacités, comme indiqué ici, à des régimes de C/5, et surtout en jouant sur la taille des particules. Et vous voyez une fois de plus que plus les particules seront directement petites, et bien plus on aura tout simplement des performances en cyclage et en puissance intéressantes. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire sur ce matériau. Mais comme vous voyez, bien, on est encore loin des objectifs qu'on s'est fixés d'obtenir des capacités de 160 à 170 mA par gramme avec des potentiels de 4 volts. Eh bien, pour tenter de faire cela, eh bien, pour contourner la difficulté, mais les scientifiques ont tout simplement utilisé la fusion chimique et ont essayé de développer le système fer dopé au manganèse. Et dans ce cas, vous avez tout simplement la variation des diagrammes de diffraction X au fur et à mesure que vous allez augmenter le taux de manganèse dans votre matériau. Et vous apercevez que dans ce cas, eh bien, il existe une solution solide. Cette solution solide, eh bien, elle a lieu de Y égale 0 à Y égale 1, et on peut voir maintenant les courbes électrochimiques. Eh bien, sur les courbes électrochimiques, qu'est-ce que l'on voit? C'est au fur et à mesure que je pars du manganèse et que je vais augmenter mon taux de fer, vous voyez que la capacité va augmenter progressivement pour arriver à avoir une courbe potentielle avec une cascade, un escalier, et ici, 2 plateaux pour terminer sur lithium FeO4. Et ce matériau, vous allez voir, on va pouvoir l'utiliser dans des domaines de substitution bien particuliers. En effet, on peut regarder maintenant quel est le mécanisme d'intercalation à température ambiante et voir quel est le domaine de biphasage ou de monophasage. Et si vous regardez ici, dans ces graphes, où je trace le paramètre de maille pour les différents matériaux, vous avez lithium FeO4, dont on a vu longuement le système biphasé, et ensuite, au fur et à mesure que je vais mettre du manganèse, je descends ici, regardez, je vais avoir un domaine de solution solide, et ce domaine de solution solide, eh bien, va tout simplement être repoussé vers les Y plus importants au fur et à mesure que je vais mettre du manganèse. Et cela, eh bien, peut se traduire très bien sur ce diagramme de composition autant en manganèse qu'en lithium, qui a été effectué par le professeur Uzuku, où dans ce cas, eh bien, vous pouvez voir que si je prends par exemple la composition manganèse 0,6, regardez, je suis en train de me déplacer sur cette ligne ici. Vous voyez qu'en un départ, eh bien, je suis ici, j'aurai donc mon domaine biphasé, et ensuite j'aurai un domaine monophasé. Et c'est ce genre d'informations qui vont être intéressantes pour développer le matériau phare qui va être utilisé par la suite au niveau industriel. Alors bien sûr, que se passe-t-il dans ces domaines? Il va y avoir 2 redox, le redox du fer, fer plus 3, fer plus 2, et manganèse plus 3, manganèse plus 2. Alors on peut voir ça très bien sur ce transparent, où ici en haut, je vous trace le potentiel en fonction de la capacité, et vous voyez pour les différents taux de manganèse. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que j'augmente le taux de manganèse, vous voyez directement l'escalier, ou la marche d'escalier, si je peux dire, dans la courbe de potentiel, eh bien, va tout simplement devenir de plus flagrante et va apparaître à de plus hauts taux de X, comme indiqué ici. Et pour connaître le mécanisme réactionnel, eh bien, on peut faire des manips in situ et coupler ces manips in situ avec des manips de Xanes. Et sur ces manips de Xanes, vous voyez qu'en ce cas, on peut suivre les états d'oxydation et on s'aperçoit effectivement que lorsque vous allez sortir le lithium de ce matériau ou le remettre, eh bien, vous allez avoir le redox du manganèse qui va directement avoir lieu, c'est-à-dire ici. Et ensuite, vous avez tout simplement le redox du fer, et dans lequel on a une solution solide pour la composition Y égale à 0,6. Eh bien, de toutes ces études fondamentales, on peut en déduire que le matériau phare qui va être étudié fortement va être directement cette phase lithium X, Mn06, Fe04, PO4.
Et on regarde effectivement, vous voyez ici, dans ce cas, il y a très peu de polarisation entre la courbe de charge et la décharge. Ça veut dire que d'un point de vue cinétique, ce matériau va être, je dirais, performant. Et sa tenue en cyclage eh bien, est totalement correcte. Bien sûr, gardant à l'esprit quand même que ce matériau va travailler à des potentiels de 4,1 volts, qui sont des potentiels, je dirais, relativement importants et surtout néfastes à la décomposition de l'électrolyte. D'où, sur ces matériaux, eh bien, on va maintenant essayer de les optimiser, et on va les optimiser, je dirais, par des méthodes classiques, dont on a déjà vu le principe, c'est-à-dire les méthodes d'enrobage. On avait enrobé les phosphates de lithium et de fer avec du carbone, eh bien, on va faire la même chose dans le cas de ces matériaux. Et la façon de faire est relativement simple, c'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, on va utiliser tout simplement une voie solvothermale, préparer notre poudre, si je peux dire, de lithium, manganèse phosphate, et ensuite je vais simplement faire une polymérisation in situ avec formaldéhyde et résorcinol pour créer un polymère autour des particules, et ensuite, par chauffage, eh bien, je vais avoir tout simplement une carbonisation et je vais obtenir des particules de lithium manganèse phosphate entourées de carbone, comme indiqué ici. Et cela, eh bien, on peut le faire en ajustant finalement la quantité de ces deux matériaux pour ajuster l'épaisseur de la couche protectrice que vous allez mettre finalement autour des particules de lithium MnPO4 et par conséquent le taux de carbone que vous allez former. Et lorsque l'on fait cela, eh bien, on s'aperçoit effectivement que l'on peut obtenir des matériaux, je dirais, très performants. Vous avez ici tout simplement les courbes d'impédance qui vous montrent effectivement que la résistance eh bien, va dépendre de l'épaisseur de cette couche que vous allez directement enrober autour de la particule. Et vous voyez que dans des couches relativement fines d'enrobage, eh bien, on peut obtenir des régimes relativement importants, allant même jusqu'à 10 C, avec encore 120 mAh par gramme. Donc voilà, si vous voulez, ce qui peut se faire dans le développement de ce matériau. Alors ensuite, on peut jouer sur des améliorations, et une amélioration qui est, je pense que je vais rapporter, dont je n'en ai pas parlé souvent actuellement, c'est en jouant sur le liant. Bien, en jouant sur le liant, dans ce cas, on utilise généralement, lorsqu'on fait des électrodes, des mélanges de matériaux actifs et de PVDF HFP. Et dans ce cas, des chercheurs eh bien, ont utilisé directement un polycréalique lattice, LA133, qui est indiqué ici. Et vous voyez que lorsqu'on regarde par microscopie, on s'aperçoit finalement qu'il y a une très bonne cohésion entre les particules de matériaux actifs. Alors que dans le cas du PVDF HFP, vous voyez qu'en ce cas, il y a des zones non-contact qui vont tout simplement être problématiques pour avoir une percolation électronique pour le fonctionnement de cette électrode. Et grâce à cela, eh bien, là aussi, on peut une fois de plus améliorer ces matériaux. Lorsque vous voyez ici à des régimes de 5C ou 1C, quelles sont les performances d'un tel matériau, avec ici de nouveau la différence entre le fait d'avoir le latex, qui va vous permettre une meilleure adhésion par rapport à tout simplement le matériau classique enrobé ou l'électrode classique faite à partir de PVDF HFP. Et enfin, une dernière, je dirais, amélioration que je voudrais mentionner sur ce matériau, et qu'on a déjà vu dans des matériaux d'électrode, qui se pratiquent beaucoup d'ailleurs aujourd'hui sur les matériaux NMC, c'est ce que j'appelle directement les particules à gradient de concentration. Là, c'est tout simplement, on va faire des particules dans lesquelles on va prendre la phase, le cœur actif qui va être à la phase lithium, manganèse, phosphate, et je vais y mettre en surface, c'est-à-dire comme une coquille, du lithium FPO4. Et grâce à cela, eh bien, je vais tout simplement décroître les réactivités de l'électrolyte, la décomposition catalytique de l'électrolyte due à des potentiels de 4,1 ou 4,2 volts, car ma surface ne verra tout simplement qu'un potentiel de 3,5 à 3,6 volts. Et grâce à cela aussi, vous pouvez voir que l'on peut directement obtenir des meilleures performances en regardant la différence entre les particules cœur-coquille et les particules cœur. Donc voilà, si vous voulez, à peu près ce qui s'est fait sur ce matériau pour conduire, je dirais, au matériau qui va être commercialisé dans le futur. Voilà aujourd'hui où en est l'état de l'art dans la recherche. Voilà la phase lithium Mn06 Fe04 PO4. Vous voyez la courbe électrochimique. On peut obtenir des capacités de 160 mA par gramme, alors que la capacité théorique est aux alentours de 170, avec une irréversibilité qui est relativement faible, de 2,3 mA par gramme.
si je regarde maintenant les performances de ce matériau, eh bien, en cyclage et également en puissance, vous apercevez qu'à des régimes de 5C, j'ai encore 145 mA par gramme. Comme quoi, on arrive finalement à utiliser des matériaux de genre isolant et les transformer en un matériau intéressant. Alors, je vous le disais, bien effectivement, ces matériaux vont voir le jour, puisqu'il y a certaines industries, dont je ne mentionnerai pas le nom ici, qui sont en train de le développer. Et vous avez ici, je dirais, la feuille de route pour différentes LFP, avec différents types de compositions, où, à l'échelle du laboratoire, eh bien, les tenues en cyclage ont dépassé à ce jour plus de 2000 cycles. Et vous avez ici les prévisions, dans lesquelles vous avez des matériaux qui aujourd'hui servent à faire du prototypage, et la masse de production est annoncée aux alentours de 2023 à 2024. D'où voilà, si vous voulez, là aussi, comment les recherches peuvent progresser sur des matériaux au départ relativement difficiles, car ce sont des conducteurs, ou pas des conducteurs, ce sont des isolants électriques et ioniques. D'où, lorsqu'on regarde une telle courbe électrochimique, un tel matériau, effectivement, est intéressant, mais il présente encore une difficulté qui est tout simplement ce saut de potentiel. Car si vous voulez appliquer ça eh bien, dans des dispositifs, comment vous allez gérer finalement ce saut de potentiel pour connaître votre état de charge. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, une astuce qui se fait, et qui est, qui est intéressante, eh c'est tout simplement que les industriels vont faire tout simplement des mélanges. Et je vous prends ici, je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous voyez les courbes électrochimiques en pointillé de cette fameuse phase manganèse-fer. Vous avez ici en noir la courbe électrochimique du NMC 811, dont on avait déjà regardé. Eh bien, les industriels vont faire un mélange 50-50 pour obtenir des courbes potentielles composition ou potentielles capacité comme indiqué sur la bleue. C'est-à-dire pour lisser finalement cet escalier de potentiel. Et ensuite, quand vous faites cela, vous pouvez maintenant contrôler l'état de charge avec la mesure du potentiel. Et ici, vous avez les performances de ces matériaux, notamment en termes de puissance, où à 3C, vous avez là aussi encore 160 mA par gramme, et vous avez directement en termes de cyclage, de très bonnes performances. Ensuite, si on regarde une autre figure de mérite de ce matériau, c'est l'aspect sécurité. Et si je regarde l'aspect sécurité, on peut avoir accès à cela en faisant des mesures de calorimétrique. Et ce que vous regardez ici, c'est le flux de chaleur, ou plus spécifiquement le ΔH, des réactions associées à la décomposition de ce matériau en contact avec l'électrolyte. Et vous voyez que lorsque je vais utiliser cette astuce, je peux repousser la température de déclenchement de ces réactions de 7 degrés C, et surtout, je change tout simplement la chaleur associée à cette transition qui, dans ce cas, va diminuer. D'où, comme vous pouvez voir, tout ça nous permet aujourd'hui de gérer davantage ces matériaux et qui vont être utilisés dans le futur. Alors, dans le futur, ce futur n'est pas loin, puisque c'est la compagnie CATL, une compagnie chinoise, qui tout simplement va développer et va mettre ce matériau sur le marché, dans lequel vous avez les avantages de ce matériau, qui est sa densité d'énergie, qui est 15 à 20% supérieure à celle du LFP. Vous avez également son coût. Vous avez également sa performance en température, qui est tout à fait raisonnable. Bien sûr, il y a encore des difficultés, notamment la résistance interne, associée à cette conductivité électronique relativement limitée. Et également, il y a là aussi des problèmes de cyclage ou de tenue en cyclage à basse température. Mais bon, cela étant, ce matériau, vous pouvez voir, va être directement mis sur le marché et l'annonce est faite, je crois, pour 2023 ou même 2022, vous pouvez voir ici, c'est que ça sera commercialisé et bien sûr, il y a d'autres compagnies qui s'intéressent, comme mentionné ici. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait sur ces composés polyanioniques. Alors la question qu'on peut se demander, c'est maintenant, est-ce qu'on peut encore avoir des capacités ou des densités d'énergie plus élevées? Et pour avoir des densités d'énergie plus élevées, il faut revenir à la chimie du solide et revenir à l'effet inductif dont je l'ai mentionné et voir comment je peux modifier cette iono-covalence liaison. Et bien pour ce faire, on a utilisé directement du manganèse, du fer, et on va revoir d'autres éléments qui sont tout simplement plus vers la droite du tableau périodique, dont le cobalt. Bien, les mêmes recherches ont été menées dans le cas des composés au cobalt, et vous avez ici la même stratégie qui a consisté tout simplement à
faire des solutions solides entre le cobalt et le fer. Là, je dirais, les résultats ne sont pas, je dirais, de même qualité, car vous apercevez que dans ce cas, il faut aller à des potentiels relativement élevés, à 4,8 volts, pour avoir des capacités maximales, si je peux dire des compositions idéales, aux alentours de 100 à 120 mAh par gramme. Vous avez ici d'ailleurs le tracé de toutes ces courbes, avec les capacités réversibles et irréversibles. Et bien sûr, lorsque vous êtes à 4,8 volts, dans ce cas, il y a un problème d'électrolyte sérieux qui va tout simplement engendrer une dégradation de l'électrolyte et des modifications au niveau du matériau. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut regarder. Et ensuite, ah, il y a un problème là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Il ne faut rien toucher, je pense. Voilà. Et d'où, maintenant, alors comment améliorer ce matériau? Eh bien, ce matériau, on peut l'améliorer. Je vous ai dit, l'électrolyte, c'est un problème. Eh bien, il y a eu beaucoup de recherches au niveau des électrolytes avec des additifs. Et vous avez ici un additif qui est le triméthylboroxine, qui vous permet, dans ce cas, d'avoir des tenues en capacité qui sont relativement raisonnables sur 3 centiques, mais notez cependant que la capacité est seulement de 80 à 90 mAh par gramme. Alors ensuite, il y a eu tout un tas de substitutions chimiques qui ont été faites sur le matériau, dans lesquelles on peut insérer du vanadium, où on peut faire des trisubstitutions avec le fer, le manganèse et ainsi de suite. Mais toutes ces substitutions, je dirais, sont avérées vaines, car finalement, vous êtes toujours à des potentiels de 4,7 et 4,8, où la stabilité de l'électrolyte va être, je dirais, primordiale pour contrôler cette stabilité au potentiel. D'où, pour résumer toute cette histoire sur ces composés polyoniques à base de phosphate, eh bien, je vous ai fait directement un transparent qui résume à peu près tous ces composés, dans lequel on a vu LFP, on a vu le mixte LF-manganèse, lithium NPO4, lithium COPO4 et lithium NiPO4. Bien, à ce jour, et je pense que c'est clair, seuls ces deux composés, c'est-à-dire le mixte fer-manganèse et le composé au fer, eh bien, sont les composés qui verront le jour et qui seront commercialisés dans le lithium phosphate est bien sûr commercialisé, et les autres seront certainement commercialisés dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Donc voilà. D'où, voilà ce qu'on peut faire au niveau de ces polymères ioniques. Donc je vous ai montré qu'on peut jouer au niveau du cation. Et maintenant, on va essayer un peu de jouer au niveau de l'anion, ou du polyanion. C'est-à-dire que j'ai utilisé un groupement PO4, et maintenant je peux condenser ces groupements PO4 et faire des unités, comme mentionné ici, de type P2O7. Ou dans ce cas, eh bien, je peux obtenir des matériaux que j'appellerai diphosphates, dont les formules sont indiquées ici, dans lesquelles j'ai P2O7, qui a remplacé tout simplement le PO4-. Et ce qui est important, c'est lorsque je fais cela, eh bien, je change mon rapport polyanion métal 3D. Ça veut dire que dans ce cas, ce rapport, il était de 1, il devient de 2. Ça veut dire que je vais prendre une pénalité, je dirais, sérieuse, au niveau poids du composé, d'où capacité à la fin. Ces composés, eh bien, les structures, comme vous pouvez voir, comme ça devient classique maintenant, eh bien, elles sont, dans ce cas, constituées d'octaèdres, dans ce cas, octaèdres fer ou métal ou 6, qui sont directement connectés par les sommets à ces fameuses unités P2O7 4-, qui directement proviennent de la condensation de 2 tétraèdres, et l'ensemble eh bien, crée cette structure 3-dimensionnelle au sein de laquelle les ions lithium ou les ions sodium pourront s'insérer. Alors, beaucoup de composés appartiennent à cette famille. Je vous ai fait ici une liste de certains d'entre eux, donc le vanadium, le titane, le fer, l'arsenic, et ainsi de suite. Et je vous rapporte ici les capacités pour vous montrer que dans ce cas, eh bien, aucun de ces matériaux, je dirais, n'est ou ne peut rentrer en compétition avec lithium FeO4 pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a tout simplement une masse morte trop importante avec la nature du polyanion. D'où c'est là, si vous voulez, une difficulté de cette chimie des phosphates, où cette chimie est riche, on peut avoir beaucoup de matériaux, mais malheureusement, au niveau compétitif pour les capacités, eh bien, ils ne sont pas là. Alors, on peut continuer ainsi. Là, tout simplement, j'ai pris 2 groupes PO4. On peut aller avec des phases encore plus compliquées, si je peux dire, où maintenant, on va tout simplement utiliser 3 groupes PO4 anioniques, polyanioniques,
faut avoir des composés de la forme lithium-3, M2, PO4 3 fois. Et dans ce cas, vous voyez que le rapport pour les anions sur troisième métal est un peu mieux que la dernière fois, il est de 1,5, donc ce sera moins pénalisant pour les capacités. Et on a tout ce type de matériaux qui peuvent se former. Et là, on retrouve la fameuse structure nasicone. Vous avez cette unité lanterne avec ces deux octaèdres qui sont connectés par ces trois tétraèdres directement par les sommets et qui, là aussi, font cet environnement tridimensionnel qui vous laisse ces larges cavités pour les métaux. Alors, parmi tous ces matériaux, eh bien, le matériau phare est un matériau vanadium qui est tout simplement la phase lithium-3, V2, PO4 3 fois. Ou, dans ce cas, on s'aperçoit finalement que les potentiels sont relativement élevés. Vous avez des potentiels qui sont aux alentours de 4 volts. Et, dans ce cas, on peut retirer, comme vous pouvez le voir ici, aux alentours de 2 lithium par unité formulaire. Mais on retire 2 lithium, mais ne vous réjouissez pas trop, car il y a déjà 2 métals 3D. D'où par conséquent, on ne gagne rien en capacité. Et on voit aussi que ces matériaux peuvent directement, je dirais, travailler en puissance relativement correctement, mais ça ne présente pas grand intérêt, je dirais, une fois de plus, au niveau capacité. Vous voyez qu'on a commencé avec lithium PO4 et qu'on travaille soit au niveau du cation, soit au niveau de l'anion, eh bien, on ne peut pas directement dépasser ces capacités. Alors la question c'est est-ce qu'on peut jouer? Si on ne peut pas jouer directement avec le redox, est-ce qu'on peut jouer finalement avec le potentiel de ces matériaux, et ainsi de suite. Alors pour cela, eh bien, on va revenir encore, toujours pareil, à nos bases de chimie du solide, et savoir comment on pourrait, avec cet effet inductif, avec cette ionocovalence, eh bien, augmenter le potentiel. Et bien là aussi, pour augmenter le potentiel, je reprends cette schématique de liaison covalente ou liaison ionique, sur laquelle vous pouvez ajuster, c'est un ressort dont vous allez directement déplacer le doublet. Et vous savez quand est-ce que vous allez être covalent et vous savez quand est-ce que vous allez être ionique. Je vous ai montré jusqu'à maintenant qu'on pouvait jouer directement sur le poulet anion avec SiO4, PO4 ou SO4, et on verra ça par la suite. Et maintenant, j'ai encore un autre degré de liberté, c'est-à-dire que maintenant, est-ce que je peux jouer avec les anions du réseau? Et si on parle, ou si on veut directement modifier l'ionicité d'une liaison, eh bien l'élément qui vient automatiquement à l'esprit et qui est beaucoup plus ionique, eh bien, c'est le fluor. Eh bien, effectivement, on peut s'amuser à faire des composés fluorophosphates, dont vous avez ici, je dirais, un des éléments qui est le composé cobalt PO4F. Et dans ce cas, effectivement, vous apercevez qu'on arrive à des potentiels de 5 volts. On peut faire la même chose dans le cas du nickel, mais, une fois de plus, ces composés, eh bien, ont des difficultés ou présentent des difficultés énormes en termes de cyclage, dû une fois de plus, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas je dirais, des électrolytes adéquates pour travailler du moins liquide à ces potentiels. Alors peut-être qu'on pourrait travailler sur des électrolytes solides, dans ce cas des oxydes, qui seraient stables à ces potentiels, mais ça reste à voir. Mais ce qui est intéressant, et ça va être finalement l'introduction pour tout le reste de la fin de ce cours, à des structures intéressantes, car ces composés bien, vont, je dirais dans ce cas, eh bien, tout simplement, cristalliser. Ah ouais, ça ne marche pas ce truc. Je voulais faire un truc, mais je vois que ça ne va pas marcher, ça, si. Je deviens un spécialiste. Et voilà la structure de ces fameuses tavorites. Alors, cette structure est intéressante parce qu'elle est formée tout simplement d'octaèdres, que vous voyez très bien ici. Ces octaèdres MO4 ou MO4F2, dont les atomes de fluor eh bien, sont ici, indiqués ici. Et ils sont connectés en position trans les uns des autres pour former des chaînes, qui sont mentionnées là aussi, et qui sont reliées entre elles par des tétraèdres, qui sont des tétraèdres PO4. Et bien sûr, vous avez là les cavités où les ions lithium vont pouvoir s'insérer. Vous allez voir que cette structure, eh bien, elle va être très riche, et on va en parler, je dirais, tout le reste de cet exposé, car elle va directement donner naissance à de nouveaux composés de matériaux d'électrodes très intéressants. Alors, parmi cette structure, eh bien, le matériau qui a été utilisé, ou qui a été, je dirais, étudié fortement, est de la phase lithium, vanadium, PO4F. Et cette phase, eh bien, je dirais, ou cette famille de composés, eh bien, contient de nombreux membres avec différents cations et différents anions.
Alors comment cette phase se fait? Eh bien, on préparait cette phase par une réaction qui est intéressante d'abord, que je n'avais pas encore présentée cette année, ni l'an dernier d'ailleurs, c'est une réaction de carboréduction. C'est une réaction qui est souvent utilisée en métallurgie pour purifier, pour retirer les métaux directement des oxydes. Tout simplement, on fait une réaction à haute température et on utilise le carbone comme élément réducteur. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser du vanadium pentoxide et on va utiliser le carbone comme élément réducteur pour passer direct, dans ce cas, comme on peut voir ici, du vanadium plus 5 à du vanadium plus 3. Et là, on va obtenir cette phase VPO4, c'est la première étape de la synthèse. Et ensuite, cette phase, on va la faire tout simplement réagir avec du fluorure de lithium pour obtenir cette fameuse phase lithium VPO4F. Et là, bien sûr, il va y avoir, dans ce cas, vous voyez des températures, vous voyez des flux. Et ce qui va être très important de cette réaction, vous allez le voir par la suite, c'est tout simplement qu'il faut éviter l'absence de sublimation de VF3. Car sinon, on va avoir des composés non stoichiométriques et on va favoriser cette impureté qui est indiquée ici. Grâce à cela, on peut obtenir, comme vous pouvez voir ici, des matériaux relativement purs de cette phase lithium VPO4F. Alors cette phase, elle est intéressante parce que pendant un moment donné, pendant quelques années, elle s'est avérée comme concurrente de fameux matériaux d'électrode qu'on utilisait. Alors pourquoi elle est intéressante? Eh bien, je dirais presque parce qu'elle est en faux terre. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous prenez ce matériau, vous pouvez l'oxyder et vous pouvez retirer un lithium à un potentiel de 4,2, 4,3 volts et obtenir la structure de la phase totalement lithiée VPO4F. Et ça vous donne directement une capacité de 150 mAh par gramme. Mais on peut également partir dans l'autre sens, et là on va travailler sur le couple V3, V2+, plutôt que le couple V4+, V3+, et on peut obtenir dans ce cas cette phase, qui est la phase lithium 2 VPO4F. Et vous voyez qu'en ce cas, j'ai un même matériau qui va me donner deux plateaux de capacité de 150 mAh qui sont séparés tout simplement par un potentiel de 2,41 volts. Et rappelez-vous de ça, parce que s'il y a un potentiel de 41 volts, je vais pouvoir l'utiliser pour faire autre chose. Alors ce matériau, bien sûr, puisqu'on veut directement de la densité d'énergie, on ne va pas l'utiliser dans ce domaine, on va l'utiliser dans ce haut potentiel, aux alentours de 4,28 volts. Et effectivement, vous voyez qu'en ce cas, on a une très belle courbe électrochimique, avec très peu d'irréversibilité, et avec des capacités qui peuvent atteindre effectivement les capacités théoriques. Si on regarde, également les performances, je dirais, en nombre de cycles, les tenues en cyclage, et là aussi, vous voyez qu'à 200 cycles, il y a une très bonne tenue en cyclage, avec des comportements en puissance aux alentours de 90% à 92% à des régimes de 2C. D'où voilà ces matériaux. Et pour revenir au point que j'ai mentionné, voilà directement la courbe électrochimique que j'ai retracée par rapport au transparent précédent dans une échelle, je dirais, plus restreinte. Vous apercevez directement ce potentiel de 2,4 volts. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maintenant utiliser le même composé à la positive et à la négative pour faire une batterie lithium-ion. C'est-à-dire que dans ce cas, je vais directement oxyder le vanadium plus 3, plus 4 à la positive et réduire le vanadium plus 3, plus 2 à la négative. Et dans ce cas-là, on va pouvoir obtenir des accumulateurs qui vont, grâce au même matériau, délivrer un potentiel qui est de 2,3 volts, qui est le potentiel tout simplement entre ces deux plateaux indiqués ici. Tout ça, c'est des études qui sont intéressantes, et surtout, on pourra certainement les transposer dans des systèmes aqueux, mais je n'en parlerai pas cette année. Donc voilà ce qu'on peut se faire. Alors vous allez me dire, ce matériau n'a pas l'air mal, et pourquoi finalement il n'est plus étudié? Eh bien là aussi, c'est le contexte, c'est les recherches, et c'est les évolutions qu'il y a eu. Il est plus étudié, pour vous transmettre le message, je vais tout simplement ici tracer la variation du potentiel en fonction de la capacité pour tous les matériaux maintenant qui vous sont familiers, avec les lamellaires, et là, lithium CO2, lithium PO4, ainsi de suite. Et vous voyez qu'effectivement, il y a directement 15 ans de cela, effectivement, lithium VPO4F avait la carte à jouer. Par contre, il y a eu des améliorations conséquentes au niveau des lamellaires, où aujourd'hui, on est à 210 mAh par gramme. Et vous voyez qu'en ce cas, d'autant plus associé à la toxicité du vanadium, ça présente un problème. Alors ce matériau était aussi intéressant, car si on regardait finalement les performances au niveau sécuritaire, avec les courbes dont je vous ai mentionné auparavant, courbe une fois de plus, flux de chaleur, c'est-à-dire mesure calorimétrique, ou les delta H en fonction de la température sur les phases délithiées
en contact avec l'électrolyte, on s'aperçoit dans ce cas que ce matériau, lorsque je regarde directement le flux de chaleur, que je le rapporte et que je le compare au matériau non mentionné ici, vous voyez que c'est un matériau qui était relativement avantageux et montrait un certain aspect de sécuritaire, je dirais, important. D'où, message ici, eh bien, là aussi, vous voyez que des fois, des matériaux sont très intéressants, on peut y travailler 7 à 8 ans, et ensuite, on s'aperçoit que, eh bien, tout simplement, il y a d'autres systèmes qui évoluent plus rapidement, et ils deviennent, je dirais, obsolètes pour les études. Et c'est un cas ici pour ce matériau. Alors ensuite, pour compléter, je dirais, ce panorama de différents matériaux, notamment avec les phosphates, je vais juste mentionner une autre phase qui a été, je dirais, découverte de façon non intentionnelle en préparant ou en travaillant ce lithium VPO4F. Bien, cette phase, comme vous pouvez voir ici, c'est un oxyphosphate de vanadium. Alors ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs ont tenté de préparer le lithium VPO4F, et ils n'ont certainement pas reproduit les conditions, heureusement d'ailleurs, et ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas du tout la phase avec le fluor, mais une phase tout simplement avec l'oxygène, un oxyphosphate. Bien ensuite, lorsqu'ils ont vu ce matériau, ils ont modifié la synthèse et tout simplement préparé la phase pure avec, maintenant, utilisant le lithium 3PO4 comme précurseur. Alors ça c'est intéressant parce que ça rementionne le point que j'ai mentionné auparavant sur la difficulté de travailler en présence du fluorure de lithium et surtout le problème de sublimation du VF3. Et effectivement, lorsqu'on regarde ce matériau dont la structure bien, est dérivée de la tavorite, avec les oxygènes et les fluors directement qui ont été interchangés, bien, si je reviens maintenant sur cette phase lithium VPO4F, vous apercevez que grâce à cette manip, ou cette erreur de manip, bien maintenant, on sait prendre en considération cette sublimation du VF3 et la façon de préparer cette phase lithium VPO4F sans aucune impureté, aucune trace d'impureté, consiste à travailler sur des tubes en or pour faire la réaction. D'ailleurs, c'est des manips qui sont faits à Bordeaux, à l'ICMCB, pour préparer cette phase. D'où voilà ce matériau. Ce matériau ne présente pas, je dirais, de gros intérêts au niveau électrochimique, car maintenant, puisqu'on a directement remplacé le fluor par l'oxygène, je change mon état d'oxydation du vanadium, je vais avoir tout simplement un degré de manœuvre beaucoup plus restreint. Et vous apercevez qu'en oxydation maintenant, je vais jouer sur V4+, V+5, mais je ne peux directement retirer que 0,5 lithium. Comme son précédent, ou son prédécesseur, il a également une activité électrochimique en réduction, et on peut dans ce cas intercaler un lithium avec un mécanisme réactionnaire relativement compliqué, puisqu'on a trois potentiels d'intercalation. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire sur ce matériau vanadium. Et enfin, pour terminer cette classe de fluorophosphate, le matériau qui a été aussi pas mal étudié, de nouveau en raison de la toxicité associée au vanadium, et c'est de repartir sur des matériaux beaucoup plus éco-compatibles, et celui qui est éco-compatible, c'est tout simplement la phase au fer. D'où la phase lithium FePO4F. Et ça, c'est une phase qu'on a pu synthétiser en milieu liquide ionique. Donc, je l'ai mentionné la dernière fois comment cette réaction se faisait, où on obtient une fois de plus la structure tavorite, comme indiqué ici, et ce matériau, là également, va cycler sur un lithium, mais avec un potentiel qui est beaucoup plus limité, qui est aux alentours de, comme vous pouvez le voir ici, de 2,8 volts. Alors, on peut faire ce matériau par cette synthèse ionothermale. On peut également utiliser des synthèses, je dirais, sol-gel. Et vous allez retrouver chaque fois, je dirais, les mêmes types de synthèses. Ou dans ce cas, on peut utiliser tout simplement un nitrate de fer, du méthoxyde de lithium, acide phosphorique, et une solution méthanoïque fluorée, comme indiqué ici. On prépare un gel, et ce gel va être chauffé à une température de 400 ou 500 degrés pour conduire à cette fameuse poudre lithium FePO4F. Et vous voyez directement les performances électrochimiques. Alors là aussi, on a toujours les mêmes difficultés de conductivité électronique, d'où il va falloir une fois de plus jouer avec la chimie de surface de ces matériaux et déposer soit des particules, soit des couches protectrices, et ainsi de suite. Et là, une manip assez intéressante
qui est un intérêt, je dirais, au niveau académique, qui n'a aucun intérêt au niveau industriel, car ce qu'ont fait les chercheurs, indiqué sur cette manip, c'est qu'ils ont déposé tout simplement des particules d'argent autour de ces nanoparticules de lithium FeO4. Alors pourquoi j'ai mis cette expérience? Parce que je la trouve assez intéressante, où elle apporte une information au niveau synthèse, car vous avez la méthode classique de préparer de lithium FeO4F, dont j'ai mentionné auparavant. Vous mettez directement ces particules de matériaux, cette poudre, dans un milieu aqueux, en présence de nitrate d'argent. Et ce nitrate d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une solution de glucose, et cette solution de glucose va jouer le rôle de réducteur. C'est-à-dire qu'elle va directement réduire l'argent plus en argent métallique, et ça va se faire tout simplement par dépôt de particules d'argent autour, tout simplement, de vos particules de lithium FePO4F. Et en faisant cela, eh bien, on peut obtenir des performances beaucoup plus intéressantes. Et vous avez ici ces performances en termes de cyclage, une fois de plus en décharge. Vous apercevez dans ce cas qu'on peut avoir quand même des capacités de 120 mAh par gramme, et surtout les performances, je dirais, en cyclage, comme indiqué ici. Alors tout cela, eh bien, on peut le faire avec le fluor. Et si on regarde la chimie analogue au fluor, il y a une chimie qu'on regarde dans tous les minerais qui nous entourent, eh bien, vous avez généralement la même chimie pour les fluors que pour les hydroxydes. Et effectivement, cette phase lithium FePO4F, elle existe dans sa version hydroxyde, qui est la phase lithium FePO4OH. Donc voilà, si vous voulez, un peu, je dirais, tous les travaux, grosso modo, qui ont pu s'effectuer sur ces phosphates de fer, et ainsi de suite. Alors la question qui se pose, une fois de plus maintenant, c'est est-ce qu'on peut trouver des matériaux meilleurs que ce lithium FeO4F et que doit-on faire? Bien là, je vais maintenant vous mentionner, vous présenter un exemple qui est directement un exemple intéressant pour vous les jeunes surtout, qui est vraiment le cheminement qu'on fait à la recherche pour découvrir de nouveaux matériaux. En effet, voilà, si vous voulez, la situation dans laquelle on était, et je vais tout simplement revenir une fois de plus aux bases de ce fameux, directement, effet inductif. Alors cet effet inductif, eh bien, je vais le représenter ici, sur ce diagramme schématique de structure de bande. Je n'ai aucune prétention de faire des calculs de DFT sur ces matériaux, mais avec les mêmes, vous pouvez comprendre ce qui se passe. Vous avez ici directement, bien sûr, le niveau de Fermi de lithium et les bandes antiliantes de lithium FeO4H, qui est ici. Ensuite, je vous ai mentionné que j'ai pu synthétiser d'autres matériaux qui sont ces phases lithium FeO4F. Vous voyez qu'en ce cas, 2,6, 2,8, et tout ça marche bien, on change d'ionicité. Je continue, et ça c'est une phase FeSO4OH, ou lithium FeSO4OH, et vous voyez qu'en ce cas, j'ai un potentiel, tout simplement, de 3,25 volts. Alors, basé là-dessus, eh bien, ce qui est intéressant, et j'ai la chance, c'est que tous ces matériaux ont la même structure taborite. Ça veut dire que maintenant, mon raisonnement de l'effet inductif, eh bien, je n'ai pas regardé la coordination de X ou Y, ainsi de suite, je vais pouvoir tout simplement raisonner. Et si je fais un raisonnement simple, mais je m'aperçois tout simplement que si je passe de lithium FePO4OH à lithium FeSO4OH, bien, je gagne 0,7 volts, électron-volts. Maintenant, si je prends ce matériau, lithium FePO4F, si je fais la même translation, je devrais gagner 0,6 ou 0,7 volts. D'où la question, c'est est-ce que je peux faire cette phase lithium FeSO4F? D'où le point d'interrogation. Alors effectivement, c'est intéressant, vous allez voir pourquoi, et le cheminement du mode de la recherche, c'est que cette phase, effectivement, n'a jamais été rapportée. Mais dans la littérature, si on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a une phase qui a été rapportée, qui est une phase lithium MgSO4F. Et d'ailleurs, c'est une phase qui a été rapportée à Nantes par un dénommé Piffard. Et cette phase a été rapportée avec une synthèse à 60 degrés C. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on prend l'article de cette phase, bien, les auteurs ont mentionné que, effectivement, il serait bien de pouvoir synthétiser cette phase avec des métaux 3D, notamment le nickel, le cobalt, et ainsi de suite. Malheureusement, ils n'y arrivaient pas. D'où la question, c'est est-ce qu'on peut développer des méthodes de synthèse qui vont nous permettre d'avoir accès à cette phase. Alors, si on n'y arrivait pas, théoriquement, elle devait être métastable, il fallait développer des méthodes de synthèse. Et bien, à l'époque, effectivement, c'est ce que nous avons fait. Et ça, c'est une méthode de synthèse que je mentionnais. C'est à l'époque qu'on a finalement promu cette synthèse ionothermale. Et on s'est aperçu que si on fait cette synthèse ionothermale, eh bien, à les températures de 250 à 280 degrés C,
je pouvais obtenir cette phase. Alors effectivement, cette phase, je peux l'obtenir. Voilà la réaction relativement simple. Réaction qui directement a lieu ou prend, je vais vous autour de 2 ou 3 jours. Vous avez une poudre qui est une poudre jaunâtre, et on a pu résoudre la structure, et rien de bien mystérieux. C'est une structure taborite, avec, une fois de plus, vous voyez directement les fer FeO4, Fe2, les octaèdres, le long de l'axe 0,0,1, avec les tétraèdres, et ainsi de suite. Et dans ce cas, vous voyez qu'il y a 2 directement octaèdres que j'ai colorés en vert et en violet, car tout simplement, c'est des octaèdres FeO4, Fe2, qui ont tout simplement une distorsion qui est différente. Et puisque j'ai directement 2 sites au fer, le fer est idéal pour faire du mass Bauer, et je fais tout simplement de la microscopie, de la spectromass Bauer, vous apercevez que j'ai mes 2 directement sites que je peux distinguer du fer. De ce composé, voilà ce composé automatiquement testé, eh bien voilà la première courbe électrochimique qui a été obtenue. Vous voyez qu'en ce cas, effectivement, ce matériau avait un potentiel, pas de 3,5 comme j'avais prévu directement par simple intuition ou simple raisonnement conventionné, mais de 3,6. Comme vous pouvez voir que l'effet inductif marche bien lorsque vous avez directement des structures adéquates. Et ce composé, eh bien, il pouvait avoir des densités d'énergie de 548 Wh par kilo. Ensuite, en termes eh bien, de puissance, vous avez ici les performances en puissance, vous avez simplement les particules qu'on peut obtenir. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces courbes électrochimiques eh bien, ont été obtenues sans aucune astuce d'enrobage par le carbone, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on revient ici dans la synthèse ou dans la fabrication de matériaux d'électrodes classiques avec un mélange avec du carbone, mais sans outil. D'où, voilà ce matériau qui, eh bien, lorsqu'il a été directement rapporté dans la littérature, effectivement, c'est un matériau qui était en compétition avec le lithium FeO4. Alors, ce qui est intéressant, c'est finalement pourquoi, ce qui était le plus intéressant, peut-être autant que les applications, c'est de savoir pourquoi cette synthèse a marché. Et vous allez voir que là aussi, c'est très important de revenir au fondamental et de comprendre la raison de cela. Eh bien, cette raison, elle va directement être expliquée par ce transparent, dans lequel vous avez 2 structures. Je trace la structure de mon précurseur, FeSO4H2O, et de mon produit d'arrivée, c'est-à-dire la phase mère et la phase fille. Et vous apercevez qu'en ce cas, ces 2 structures, eh bien, vous avez exactement le même agencement d'octaèdres et de tétraèdres. Vous avez ici l'octaèdre, les octaèdres sont l'axe C. Vous les retrouvez ici, avec ce cas, bien sûr, il y a 2 types de couleurs, c'est juste une distorsion. Et vous voyez que les cavités, qui sont des cavités hexagonales ou des cavités carrées, vous les retrouvez ici. Okay. D'où par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'en ce cas, je vais avoir une réaction qui va être une réaction que j'appellerai topotactique. C'est-à-dire que ma phase mère, c'est elle qui est la structure. Et ensuite, je vais aller travailler dans cette structure sans la modifier. Et quand je fais ma réaction, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà mon octaèdre. Vous voyez ici, tout simplement, les molécules de H2O. Eh bien, lorsque je vais faire cette réaction, je vais avoir le fluor qui va tout simplement aller remplacer la molécule de H2O. Mais pour que le fluor remplace cette molécule de H2O, il me faut tout simplement que la molécule LiF se soit dissociée. Donc, par conséquent, il faut que j'ai F- et lithium+. Et bien, en même temps, le fluor va directement aller tout simplement substituer cette molécule d'eau, et mon lithium va en même temps pour maintenir l'électroneutralité directement de mon composé, aller s'intercaler. Et vous voyez qu'en ce cas, bien, toutes ces réactions vont être une compétition entre la vitesse de dissociation directement du fluorure de lithium et tout simplement l'attaque réactive du fluor. Et on va jouer, vous allez voir par la suite, ayant compris cela, toute la diversité qu'on va pouvoir faire au niveau de la synthèse. D'où, c'est très important, c'est de se rappeler cette réaction topotactique. Alors cette réaction topotactique, vous allez voir, une fois que vous l'avez compris, vous allez voir le nombre de matériaux qui en sont sortis. Donc voilà directement un résumé de cette réaction avec la structure taborite. Et la clé de cette réaction a été tout simplement cette fameuse réaction, cette fameuse topotacticité de la réaction. Et maintenant, si on a compris cela, eh bien on peut envisager une quantité de matériaux. Il suffit directement de trouver les précurseurs indiqués ici en changeant le cation. Et
bingo, lorsque vous faites ça, eh bien, on peut synthétiser toute une panoplie de composés, et voilà toutes les phases qui ont pu être synthétisées, tout simplement, en 2 ans, avec cette simple réaction dont on a compris le mécanisme. Alors ces phases, eh bien sûr, je ne vais pas toutes les mentionner, vous voyez qu'il y en a au sodium, il y en a certaines qu'on reviendra par la suite peut-être, mais elles sont très intéressantes, et je vais maintenant voir quand même il y a une certaine différence au niveau structural dans certaines d'entre elles. Et je vais encore revenir sur toujours ces phases qui m'intéressent beaucoup, car c'est le cobalt, le nickel, parce qu'il y a le potentiel élevé, et voilà ces phases qui vont tout simplement, eh bien, elles vont tout simplement se fabriquer, comme indiqué ici, et leur structure est une structure taborite, comme la phase de départ. Et lorsque je vais travailler avec le manganèse, eh bien là, ce fut la surprise. Lorsque je fais le manganèse, eh bien effectivement, je vais avoir de nouveau une phase. La phase se forme, mais ce n'est plus du tout une phase taborite, mais une phase triplite qui se forme. Et là, la question, c'est de comprendre pourquoi. Et pour comprendre cela, eh bien, on peut directement essayer de regarder finalement ce composé par lui-même, ou alors on peut s'amuser directement à prendre le problème différemment et essayer de substituer, une fois de plus, le manganèse par le fer dans la phase de départ. Et c'est ce qu'on a directement entrepris. Et lorsqu'on a entrepris cela, eh bien on s'est aperçu que finalement, on mettait des quantités relativement infimes de manganèse, notamment ici, vous voyez. On obtenait cette phase directement qui n'est pas taborite, qui était un milieu liquide ionique. Si je travaillais maintenant dans un autre liquide ionique, comme indiqué ici, eh bien j'obtenais une phase totalement différente, qui était la phase triplite. Et ces deux phases, eh bien, bon, d'un point de vue structural, elles peuvent directement se ressembler, mais il y a quand même des différences. Bon, effectivement, vous avez les chaînes directement, dans ce cas d'octaèdre, avec le fluor qui est dans ce cas en position trans. Vous voyez que maintenant, le fluor n'est plus du tout en position trans, okay, il est en position 6. Et de plus, ce qui se passe, c'est que les octaèdres ne sont pas directement ici connectés par le sommet, ils sont également connectés par les arêtes. Et, bien sûr, vous avez également à l'intérieur le lithium qui peut directement s'imbriquer. Tout ça, si vous voulez, c'est les premières manifs qu'on avait fait, on avait trouvé l'astuce en prenant directement avec le manganèse. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir maintenant, est-ce qu'on peut avoir ces deux polymorphes dans la phase lithium FeCO4F? Bien là aussi, ça va être encore tout simplement de jouer avec les mécanismes réactionnels. D'où on a ces deux polymorphes, et la question qui se posait, c'est est-ce qu'on peut faire cela sans même mettre du manganèse, et pour quel intérêt? Eh bien, on a tout simplement, dans ce cas, modifié les méthodes de synthèse, et on a fait tout simplement maintenant des méthodes dans des bombes hydrothermales, en milieu liquide ionique et en milieu céramique, avec, vous voyez ici, différentes vitesses de chauffage, vous allez voir. Et dans ce cas, j'obtiens, à 2 degrés C par minute, j'obtiens la phase taborite. Si maintenant je fais un chauffage à 10 degrés C par minute, eh bien je n'ai plus la phase taborite, mais j'ai la phase triplite. Et là, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, j'ai pu stabiliser le fer à un potentiel de redox de 3,9 volts. Et ça, c'est le composé inorganique qui, à ce jour, montre le potentiel redox le plus élevé pour le couple Fr plus 3, Fr plus 2. Alors pourquoi cela? Eh bien, pourquoi cela? Tout simplement, vous voyez qu'en ce cas, je vais utiliser tout simplement des vitesses de chauffage différentes. Ces vitesses de chauffage différentes à partir de précurseurs. Et vous voyez que je prends ce précurseur. Eh bien, en ayant ces vitesses de chauffage différentes, je vais modifier la décomposition ou le relargage de l'eau par cette, je dirais, ce composé FeSO4. Et dans certains cas, je vais passer tout simplement par l'espèce alpha FeSO4 qui, dans ce cas, va entraîner, je dirais, une stabilité thermodynamique différente. Et on voit, effectivement, et on a pu mesurer par la suite, par des mesures calorimétriques, quelle était la phase thermodynamiquement stable de différents composés. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous présente au transparent suivant, où dans ce cas, eh bien, voilà des manips de calorimétrie dans lesquelles on a tout simplement mesuré l'enthalpie de dissolution de ces différents matériaux, la phase taborite et la phase triplite, et calculé à partir des ΔH, enthalpie et l'entropie, à quelle température j'avais la transition taborite-triplite. Et on a pu trouver qu'en ce cas, eh bien, à 186 degrés, c'est là où la phase triplite devient thermodynamiquement stable.
Et tout cela explique clairement les résultats de nos synthèses. En effet, on sait que cette phase, je dirais, triplite est thermodynamiquement instable, car si par exemple je prends une phase taborite et je la broie directement pendant 3 heures, je peux la transformer en phase triplite. Pour la bonne et simple raison, c'est que lorsque vous faites du broyage mécanique, localement, vous allez créer des températures supérieures à 180 ou 200 degrés C. Ensuite, si je suis moins pressé, et si je prends directement une manip classique, je prends une phase taborite, je la mets à 300 degrés C pendant 15 jours, elle s'est transformée en triplite. Et alors la question que vous pouvez vous poser, c'est finalement, mais comment j'ai pu obtenir cette phase finalement non thermodynamiquement stable, c'est-à-dire la phase cinétique, même avant d'avoir synthétisé la phase triplite? Eh bien la réponse, c'est tout simplement la réaction cinétique. Cette réaction cinétique, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu une réaction topotactique qui, dans ce cas, me demandait que très peu d'énergie, car tout simplement, je n'avais aucune modification de structure, j'avais presque un template pour généraliser ou pour faire cette réaction. Et c'est grâce à cela, que cette filiation structurale avec le précurseur, c'est-à-dire entre la phase mère et la phase fille, qui m'a permis directement de contrôler cet aspect cinétique sur l'aspect, je dirais, thermodynamique. D'où, ayant cette maîtrise, ensuite on peut maintenant dessiner, comprendre et développer de nouvelles méthodes de synthèse. Alors parmi ces nouvelles méthodes de synthèse, celle que je vous ai mentionnée jusqu'à maintenant, c'est la méthode directement de synthèse ionothermale. Je vous ai mentionné que maintenant on peut faire directement de la synthèse de solide, et la question c'est est-ce qu'on peut faire d'autres synthèses à basse température. Alors une synthèse originale qui a été développée par différents groupes, je dirais, sur ce sujet, ça a été tout simplement de faire de la synthèse en milieu polymère. Alors pourquoi le milieu polymère? Là aussi c'est avantageux, c'est-à-dire qu'on peut prendre une poudre et choisir une poudre qui va fondre à une température de 60-80 degrés C. C'est-à-dire que dans ce cas, on peut directement passer à l'état liquide, et on peut avoir dans ce cas une réaction à l'état liquide, et ces polymères, mais comme le liquide ionique, c'est assez intéressant, car ils ont une stabilité thermique au moins jusqu'à 250 degrés, la volatilité n'est pas un problème, et ainsi de suite. D'où c'est ce qu'on a fait, et on a utilisé dans ce cas un PO, de poids moléculaires différents, parce qu'on peut également ajuster ce poids moléculaire, et on a utilisé dans ce cas, pour, bien sûr, il faut que vous fassiez la réaction, et à la fin, il faut que vous sortiez votre polymère. Mais dans ce cas, il faut le dissoudre, et ce qu'on a utilisé dans ce cas, ça a été de l'éthylacétate ou du méthylformate. D'où voilà, si vous voulez, ce qui se fait sur ce matériau. Alors c'est un sujet, si vous voulez, c'est ce matériau qui, bien sûr, a été convoité pendant un petit moment, et qui, une fois de plus, n'a pas vu le jour. Et peut-être il y a eu, je dirais, un regain d'intérêt, il y a un papier qui est sorti il y a simplement, d'ailleurs je n'ai pas la référence, c'est dommage, qui est sorti en 2022, où un scientifique, un Coréen, a eu l'idée intéressante, l'idée géniale, je dirais, c'est qu'il a pris ce matériau et il a fait une phase amorphe. C'est-à-dire qu'il a pris finalement les ingrédients, FeSO4, maintenant sans prendre ce précurseur avec l'eau, l'a broyé avec le fluorure de lithium et a obtenu, comme vous voyez ici, de la phase, qui prétend la phase lithium FeSO4 amorphe, un composite. Alors bien sûr, la phase, c'est clair qu'elle est amorphe. Regardez le diagramme de diffraction X, vous n'y voyez strictement rien, si ce n'est qu'une patate. Et pour s'assurer quand même qu'il y avait le composé, il a fait tout simplement des mesures XANES ou XAS du fer. Et il s'aperçoit finalement que le fer dans ce matériau a le même environnement que dans les structures cristallographiques. D'où tester électrochimiquement. Tester électrochimiquement, vous voyez que les résultats sont relativement impressionnants. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'en ce cas, il a utilisé la fameuse réaction dont je vous ai mentionné. Vous voyez, dans ce cas où je vais travailler directement aux alentours de 150 mA par gramme. Mais ensuite, ce matériau, vous pouvez le décomposer et vous allez créer une phase FeOF et vous allez tomber sur une réaction de conversion. Et on peut dans ce cas cumuler cette réaction d'insertion et cette réaction de conversion. Est-ce que ces résultats sont justes? J'en sais rien. Mais c'est la première fois directement que des scientifiques, un groupe de chercheurs, a cumulé ces réactions pour avoir des performances qui sont quand même relativement intéressantes. Vous avez ici tout simplement les capacités de ces matériaux tenus en cyclage, avec également les puissances qui sont relativement intéressantes. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui se fait sur cette fameuse phase lithium FeSO4F, et peut-être, maintenant, grâce à ces capacités, vous voyez quand même à 360 mA par gramme, les chances peut-être que cette phase soit utilisée sont plus grandes.
Alors la question c'est, bon, pourquoi finalement cette phase présente tant de difficultés à être commercialisée? Eh bien là aussi, on peut avoir les performances, mais il y a certainement une chose que j'ai oublié de mentionner qui est importante, c'est que je voulais mentionner qu'on a été obligé de faire une synthèse en liquide ionique pour la bonne et simple raison que lorsque vous travaillez avec des sulfates, ils sont solubles dans l'eau. D'où par conséquent, eh bien, on a été obligé d'aller dans des milieux non aqueux. Et on retrouve maintenant la difficulté. C'est-à-dire que si maintenant, à l'échelle industrielle, je veux faire ces matériaux, eh bien, ils vont réagir avec l'humidité. D'où il va falloir tout simplement les traiter ou les utiliser en salle sèche, ainsi de suite. Alors, pour regarder cela, vous allez être convaincu que cela se passe, eh bien, on va tout simplement faire des manips classiques qu'on a à faire directement chaque fois qu'on regarde un matériau d'électrode, qu'on veut savoir finalement leur réactivité à l'humidité. Eh bien, on va tout simplement faire des réactions comme indiqué ici. On va tout simplement utiliser des solutions salines saturées qui ont des humidités relatives constantes à une température et dans un système fermé. Et on va pouvoir, dans ce cas, ajuster ce taux d'humidité comme indiqué ici. Et si on fait cela, et on va directement, dans ce cas, collecter les diagrammes de diffraction X en fonction du taux d'humidité et du temps, et vous apercevez, ce qui n'est pas une surprise, c'est que finalement, lorsque j'ai un taux d'humidité relative d'humidité de relativement faible, 53%, effectivement, ce matériau peut résister à l'humidité. Dès que je vais à 62% et ainsi de suite, même à 85%, ce matériau est transformé en tout simplement une heure. D'où, à partir de ça, on peut tracer finalement le diagramme d'humidité relative en fonction du temps d'exposition. Vous apercevez que le matériau, le domaine de stabilité pour la manutention, se trouve indiqué ici. Dans ce cas, automatiquement, votre matériau réagit très rapidement, selon les réactions bien chimiques classiques, ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire qu'on a utilisé finalement, dans un départ, le lot pour synthétiser ce matériau, et maintenant, finalement, lorsque vous l'exposez à l'humidité, vous avez les réactions inverses qui vont se produire. Il y a une décomposition, une hydratation, avec un mécanisme qui va progresser de la surface au cœur, et, comme indiqué ici, avec, dans ce cas, eh bien, un problème dans le cas de batterie. Et bien sûr, il faut faire très fort attention à le taux d'humidité, et ainsi de suite. Alors là aussi c'est toujours pareil, c'est du classique, on retrouve toujours la même méthodologie. Si maintenant, je veux diminuer cette réactivité à l'eau, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois directement essayer de faire un enrobage de mes particules. Et c'est ce que les chercheurs suédois ont fait, dans lequel, dans ce cas, eh bien, ils ont utilisé tout simplement un recouvrement par du pilote, qui est tout simplement du polyéthylène dioxyéthylène, au thiophène, excusez-moi, et dans ce cas, eh bien, ils ont pu obtenir tout simplement les courbes de cyclage indiquées ici. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur ce fameux composé lithium FeSO4F. Bon, a priori, je n'ai pas été assez vite aujourd'hui parce qu'il me reste encore de la matière, mais je crois que je vais être obligé de m'arrêter là et terminer ce cours avant de laisser le prochain orateur. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter, et on continuera la prochaine fois sur 3, 4 ou 5 transparents sur toutes ces questions de ces phases, et ainsi de suite.